Il existe un pays qui a toujours fait rêver les hommes. Un pays où les civilisations se sont succédées jusqu'au jour où les conquistadors sont venus s'échouer sur cette plage grise et brumeuse. Certains y firent fortune, et beaucoup sombreront dans la folie. Plus tard encore, d'autres viennent s'y forger des idéaux et en repartent avec le rêve de changer le monde. Je suis face à l'océan Pacifique, au Pérou. Je suis sur la terre des Incas et je marche sur les pas d'Aguirre et de Che Guevara. À Lima, les milliers de bus bariolés sont déjà une invitation au voyage. J'en attrape un au vol pour vite me perdre dans la ville. Ah, les accidents. Oui, ça peut arriver. C'est souvent à cause des imprudences. Par exemple, quand tu croises d'autres véhicules, si tu vas trop vite. Puis il y a la fatigue aussi. Tu sais, l'être humain, c'est un corps. Moi, mon trajet me prend à peu près 5 heures. 5 heures pour faire l'aller-retour. Et ça, je le fais 3 ou 4 fois dans la journée. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait 20 heures de conduite des fois. Et ça, pour le corps, c'est beaucoup. Mais en ville, il faut faire très attention quand tu prends certains bus. Sinon, même le chauffeur risque de te voler. Le bus me dépose au centre-ville, à 2 pas de la place d'Armes. Tout autour, c'est le vieux quartier colonial, avec ses façades décrépies et colorées. À Lima, peindre sa maison est une habitude, presque un antidote à la grisaille d'une ville souvent noyée dans les brumes. Dans le quartier populaire de Rimac, la peinture masque aussi la réalité sociale. Et dans la rue, on me fait comprendre que je ne suis pas le bienvenu. Au début, je me rappelle, les taxis ne voulaient même pas venir ici. Ils appelaient l'endroit le bout du monde. Quand on est arrivé ici, on était les premiers. Il n'y avait rien par le silence, pas de lumière, pas d'eau. Il fallait qu'on aille chercher l'eau tout en bas et qu'on la remonte à dos d'homme avec des seaux. C'était pas facile. Et pour la lumière, on s'éclairait à la bougie ou aux lampes à pétrole pour que les enfants puissent lire. Mais j'étais jeune à cette époque. C'est elle qui m'a emmené jusque-là. C'est elle. Aujourd'hui, Rimac a l'eau, l'électricité et du goudron. Mais d'autres bouts du monde apparaissent tous les jours autour de Lima. On les appelle les invasions, car les gens prennent possession d'un terrain l'espace d'une nuit en espérant s'y implanter pour toujours. Ici, on n'a pas encore peint les maisons, mais on a déjà baptisé l'endroit d'un nom paradisiaque. Moi, je viens de très loin, de la Sierra de Andahuelas exactement. Je me souviens, quand on est arrivé, je pleurais en voyant la plage. J'avais peur de la mer et du bruit des vagues sur les rochers. La nuit, c'était horrible. Mais maintenant, ça va, je me suis habituée. Souvent, les gens de Lima nous demandent « Pourquoi vous venez tous ici ?» Et je leur réponds « Mais c'est pour travailler, tout simplement. Ici, on peut travailler dans n'importe quoi. On peut toujours faire un petit négoce. Mais dans la Sierra, il n'y a rien. Là-bas, dans la Sierra, si tu n'as pas d'animaux, si tu n'as pas de vaches ou de moutons, tu n'as pas d'argent. »
C'est en train que je quitte Lima. Un fantasme de voyageur, puisque le train des cimes ne circule guère plus qu'une dizaine de fois par an. Les habitants des interminables faubourgs poussiéreux semblent d'ailleurs tout juste le remarquer. Le train relie Lima à Huancayo, au cœur de la Sierra centrale. Je m'arrêterai avant, à près de 5000 mètres d'altitude. Il y a une vingtaine d'années, je travaillais dans une partie de la Sierra, à Juliaca dans le sud. À ce moment-là, les gens se déplaçaient beaucoup en train. Moi, par exemple, j'allais toujours à Juliaca par le train. Mais maintenant, les gens préfèrent le bus. Alors, prendre le train aujourd'hui, ça me rappelle cette époque-là. « 40 années d'efforts, des dizaines de tunnels, des ponts vertigineux. Le train des cimes est un habitué des superlatifs. Et les hommes qui le conduisent ont l'assurance des privilégiés. Je suis le chef du train. C'est moi le responsable de tout le convoi. Et même de vous. On est en communication de la locomotive jusqu'à l'arrière du train, où il y a un employé qui s'appelle le briquero. Si jamais il se passe quelque chose derrière, le briquero va me le dire. S'il y a un problème avec une voiture ou un passager qui passe la tête par la fenêtre, alors il me le signale et moi je peux prévenir le personnel du wagon. Tout le monde est en communication, tout le monde se parle et c'est nécessaire. Et avec les trains de marchandises qui descendent aussi. Et devant nous, à environ 1 kilomètre, il y a une petite voiture qui ouvre la voie. Ils regardent s'il n'y a pas eu d'avalanche de pierres, des éboulements, ou même des gens qui dorment sur la voie. Parce qu'ici, il y a beaucoup de fêtes traditionnelles. Et il y a souvent des gens qui ont trop bu et qui restent couchés sur les rails. Alors il faut nous ouvrir la voie pour nous protéger. Ils enlèvent les pierres et font partir les gens. Ah oui, c'est sûr que je suis fier de travailler pour ce train. Qui ne voudrait pas travailler sur une route pareille ? Mon train n'est plus tout à fait le plus haut du monde depuis que la Chine a ouvert la ligne du Tibet. Peu importe. Et lorsque je demande au conducteur de me laisser au col d'Anticona, l'altitude des lieux suffit à mon vertige. Je rejoins la route toute proche et je sors enfin des nuages à plus de 4800 mètres au-dessus de la mer. Les personnes qui viennent de Lima à cause de l'altitude qui n'est pas la même, souvent elles s'évanouissent. Elles vomissent, elles ont mal à la tête. Oui, c'est ce qu'on appelle le soroche. Et beaucoup de touristes aussi qui ont le mal des montagnes. Même des fois, on les voit tomber. Alors on les frotte avec un peu d'alcool et on leur donne du maté de coca pour les ravigoter un peu. Et ils continuent après. Si, c'est comme ça qu'on fait. Je bascule de l'autre côté du col et je continue mon voyage par le goudron, l'autre luxe de ce pays avec le rail. Au bout de la route, il y a La Oroya, une ville minière grise et froide. Ici, la vie est dure et les habitants n'ont guère d'autre choix que de s'en remettre à Dieu pour améliorer leur quotidien. Su Santa Madre la Virgen María. ¡Que viva el pueblo católico de La Oroya!
Ici, à La Oroya, il s'est déjà produit des miracles pour des personnes qui avaient fait preuve d'une grande dévotion. Des miracles pour guérir des personnes proches, des miracles pour le travail aussi. Mais c'est surtout des guérisons de personnes. Nous attendons la bénédiction et d'être illuminés pour toujours. Merci à vous d'être venus jusque-là. Et je sais que le Seigneur va vous illuminer, vous aussi. La bénédiction de Dieu sera-t-elle suffisante sur la terre des Incas? J'en doute en poursuivant sur la route qui me conduit jusqu'à Huancayo, la plus grande ville de la Sierra, et aussi sa véritable porte d'entrée. Arrivé en ville, il faut se rendre sur le vieux marché. C'est ici que converge tout ce que la montagne compte de paysans et de marchands. « 2 kilos pour 40 centimes. 1 kilo alors. C'est la péruvienne, parce que c'est les couleurs du Pérou. Le rouge du Pérou. Bon, d'accord, il y a du jaune, mais le jaune, c'est presque comme le blanc. Ce que je vends, c'est toutes les herbes qui servent à la médecine naturelle. Toutes les médecines naturelles. Même les sirops sont naturels. Absolument tout. Rien n'est chimique ici. Et ça, c'est pour mettre dans les magasins, pour porter chance. Sur le marché, on trouve surtout de quoi se donner du courage et vaincre la fatigue. Et pour ça, les gens de la Sierra n'ont jamais trouvé mieux que la feuille de coca. Ça se mastique. La coca donne des forces et du courage à ceux qui travaillent dur, comme les paysans ou tous ceux qui travaillent au champ, hommes et femmes. Tout le monde en prend ici, dans cette vallée. Oui. Combien tu en veux? Moi aussi, j'ai pris soin d'acheter quelques feuilles de coca sur le marché. On dit la piste de la cordillère centrale longue et risquée au-delà de Huancayo. Et demain matin, ma route vaudra bien quelques feuilles de coca. C'est la fin du goudron, la fin du chemin de fer, la fin d'une certaine idée du monde. Ici commence la piste, et c'est 20 km/h de moyenne. À partir de maintenant, la notion de temps n'est plus la même. Sur cette terre rouge sang, l'humain se fait rare, et il faut parfois rouler plusieurs heures avant de retrouver un village. Celui-ci s'appelle la Esmeralda, un joli nom pour un endroit loin de tout. J'y retrouve le camionneur qui m'a accompagné sur une partie du chemin. À cette époque, la route est plus ou moins bonne. Elle est encore en bon état, mais après, quand les pluies arriveront, ça deviendra plus difficile. Ça deviendra même dangereux et il faudra alors prendre beaucoup de risques pour faire la route. Il y a des avalanches de terre, des chutes de pierres, et des fois, on reste bloqué 1 ou 2 jours. Et puis, il y a la boue aussi. Il arrive qu'on se retrouve coincé à 15 ou 20 camions. Et les bus sont souvent bloqués avec nous. Et tout ça, ça va bientôt commencer avec les pluies. Je traverse un paysage de western. Sur le bord de la piste,
des maisons d'adobe souvent vides de toute présence. De temps en temps, je croise un pick-up qui file dans la poussière. Je me rapproche d'Ayacucho, la ville qui fut pendant 15 ans l'épicentre de la guérilla du Sentier Lumineux, un mouvement d'inspiration maoïste qui prit les armes contre le pouvoir péruvien au début des années 80. Dans ces montagnes, les paysans ont été massacrés tour à tour par les guérilleros du Sentier Lumineux et par l'armée nationale. Ceux qui ne sont pas morts ont fui leurs terres. Pourtant, quand j'arrive à Ayacucho, je suis immédiatement séduit par l'atmosphère qui se dégage de ces rues animées. J'ai du mal à croire que la ville a été quasiment coupée du monde pendant une décennie. On estime que près de 70 000 personnes ont été victimes de la guerre entre le Sentier Lumineux et l'armée péruvienne, la plupart dans la région d'Ayacucho. Candidat aux prochaines élections locales, Mario Ber était étudiant pendant les années de guerre. J'étais étudiant à l'école secondaire et j'ai pu voir les militants du Sentier Lumineux qui venaient dans l'école pour nous inculquer leur idéologie. Ils restaient 2 ou 3 minutes pour nous expliquer que le Sentier Lumineux était le chemin du futur et ils repartaient aussi vite. Cette place a été le témoin de beaucoup de meurtres de paysans ou de diverses autorités qui ont été exécutées ici même, sur cette place. Le Sentier Lumineux les pendait aux différents poteaux de la place pour défier le gouvernement central. C'était terrible de voir tous ces morts partout dans la ville, les autorités mais aussi des copains ou des voisins qui se faisaient mitrailler dans la rue. C'était comme ça dans Ayacucho. Le Sentier Lumineux a perdu la guerre, mais la région d'Ayacucho reste un endroit où le voyageur peut faire une mauvaise rencontre. Aujourd'hui, toute la population est d'accord pour demander au gouvernement central la construction de la route qui part d'Ayacucho vers la vallée de l'Apurimac, qui est aujourd'hui une zone où il y a beaucoup de problèmes. On a besoin qu'il y ait un traitement spécial pour le développement de cette région. Il le faut pour pouvoir combattre les narcotrafiquants et les derniers groupes du Sentier Lumineux qui opèrent encore là-bas. Une immense croix lumineuse domine désormais la ville. Elle a été érigée avec des morceaux de pylônes électriques. Les pylônes que la guérilla avait pour habitude de faire sauter pour plonger la ville dans le noir. Le symbole est fort, mais je pense que cette croix surveille la ville plus qu'elle ne la protège. Sur les hauteurs d'Ayacucho, la paix est revenue et les paysans s'activent dans les champs. À chaque altitude correspond une culture. Ici, à 3000 mètres, c'est la pomme de terre. Chaque fois qu'on a du travail comme ça, on cherche des péonnes à embaucher. Les hommes préparent la terre et les femmes s'occupent de planter. Elles mettent les pommes de terre dans les trous et ensuite les hommes les rebouchent. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Des fois, ils travaillent pour nous et d'autres fois chez eux. Tous les bras sont réquisitionnés et je suis vite interpellé par le groupe des femmes. Allez, viens travailler avec nous. Nous, on travaille au moins. Tu veux pas travailler avec les femmes? C'est ça. Tu veux pas faire le travail des femmes. Nous, c'est pour l'argent qu'on travaille ici. Tout ici, on travaille pour la paye.
Tous ici parlent le quechua et un peu d'espagnol aussi. Mais après, ça dépend de l'éducation. Certains sont allés un peu à l'école et d'autres y sont restés un peu plus longtemps. Mais la plupart s'expriment avant tout en quechua. C'est pour ça qu'elles ne vous comprennent pas bien et qu'elles rigolent tout le temps. Je continue ma route en direction de la vallée de l'Apurimac par une piste en mauvais état et peu fréquentée. Régulièrement, je dois passer par des cols à plus de 4000 mètres. Et quand la piste tutoie les nuages, il n'y a plus personne au bord du chemin. Là-haut, la montagne prend souvent des airs de steppe. Qui viendrait ici si ce n'était la route? Je m'arrête et m'enivre du vide. Il est si facile de se croire seul au monde. L'impression est trompeuse. Une centaine de mètres plus bas, le camion qui m'a accompagné dans la montée est rangé sur le côté. Pour moi, cette piste est un enchantement, mais pour les camionneurs, c'est leur quotidien. C'est la roue qui est crevée. Ça arrive toujours sur cette route. J'étais avec l'autre camion, mais il est parti devant et il m'a laissé ici. On voyage à deux. Et il doit m'attendre en bas. Pour nous, ce voyage, c'est notre routine. Le cauchemar des camionneurs, c'est la descente. Dans la cordillère des Andes, gare aux freins qui lâchent. Mais si tout se passe bien, il y a souvent une vallée verdoyante au bout du chemin. Jour après jour, les camions et les bus relient ces vallées distantes de quelques dizaines de kilomètres, et pourtant si loin les unes des autres. Dans cette région où le goudron n'a pas encore réduit les distances, l'arrivée des camions est synonyme de promesse. C'est des oranges de Chanchamayo, dans le Junín. Je les vends 3 € les 100. Pour venir de là-bas, je mets 3 jours. Après, je charge ici et je retourne sur Huancayo. Puis je reprends des oranges et je reviens. Ça fait 6 jours aller-retour. C'est sûr, on n'est pas souvent à la maison. Avant de repartir, mieux vaut faire un stop chez un garagiste. Les seuls pour qui la piste est une aubaine, même si l'arrivée du goudron menace les affaires. Quand Fujimori a été élu président, c'est lui qui a fait beaucoup de routes. En tout cas, au niveau national, il y a eu beaucoup de routes asphaltées. Les voitures tombent moins en panne avec l'asphalte, beaucoup moins. Mais quand il n'y a pas d'asphalte, c'est terrible. La poussière rentre partout. Elle arrive même à rentrer dans les moteurs. Et ça les fait casser. Cette route que vous avez prise, celle d'Andahuelas, c'est une des pires. Les mécaniques souffrent vraiment beaucoup sur cette piste. Cordillère, les hommes passent, mais les chemins restent. Les pistes d'aujourd'hui sont les sentiers d'hier et seront les routes de demain. Moi, je préfère la piste.
parce qu'elle rend les hommes plus égaux. Aujourd'hui, mieux vaut avoir un vélo dans la descente, ou une bonne voiture. Mais dans quelques jours, avec les pluies qui s'abattront sur les Andes, celui qui ira à pied arrivera peut-être avant tous les autres. Je retrouve le goudron en franchissant la rivière Apurimac, sur la route de Cusco, la ville vers laquelle tous les chemins convergent. Je la découvre un dimanche matin. Elle est déserte, et j'en profite pour me perdre dans les ruelles. Cusco fut jadis la ville la plus importante d'Amérique du Sud, le nombril du monde, comme l'appelaient les Incas. Tous les dimanches matins, policiers et soldats défilent autour de la place sous le regard amusé des vieux Cusquéens. Mais avant d'être une place d'armes, le centre de Cusco fut avant tout le kilomètre zéro de Capacnán, le chemin inca qui permettait de sillonner l'Empire sur des milliers de kilomètres. Le chemin Inca, c'est Capacnán. Ce chemin se faisait en respectant la géographie de la montagne, en respectant les espaces vides et en respectant la nature telle qu'elle était. L'importance de Capacnán à l'époque Inca, c'était de relier et de développer des populations éloignées les unes des autres. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à chaque niveau d'altitude correspondaient différentes productions agricoles. Et ces produits, il fallait pouvoir les transporter entre les différents villages pour faire le troc. Il fallait pouvoir s'échanger les différents produits pour pouvoir vivre. Et dans le Pérou actuel, on ne fait que recopier ça, sauf que c'est des routes carrossables et qu'on ne les fait plus avec la philosophie qu'avaient les Incas. Maintenant, on détruit la montagne pour les faire. Au bout du chemin, il y a Machu Picchu, la cité perdue des Incas. Pour les Péruviens d'aujourd'hui, et surtout si on considère qu'il s'agit d'une des 7 nouvelles merveilles du monde, Machu Picchu est une représentation symbolique de la grandeur de leur pays. Mais pour le Péruvien des Andes, pour celui qui est de la Sierra, ça représente la spiritualité toujours vivante de l'homme inca. Moi, je suis très respectueux de mes ancêtres, parce qu'ils étaient de très grands architectes, de grands ingénieurs, des grands professionnels dans toutes les sciences. Et Machu Picchu est la preuve de l'existence de cet homme qui a mis en œuvre tous ses talents. Et il l'a fait tout en respectant la nature. Que reste-t-il aujourd'hui de cette civilisation à part un passé idéalisé et des vestiges transformés en mannes touristiques? Pour savoir ce que sont devenus les descendants des Incas, qu'on appelle aujourd'hui Indiens, je pars dans la vallée de Calca, à quelques heures de piste de Cusco.
On nous appelle Indiens avec mépris. Ils disent Indiens avec des expressions de dégoût. C'est comme ça qu'on nous appelle. Les Péruviens en général nous traitent comme ça, et notre président aussi. Il ne devrait y avoir qu'un seul type de Péruviens. On devrait tous vivre en harmonie. Et on voudrait qu'on arrête de nous insulter parce qu'on habite à la campagne et qu'on ne fait pas des études. Nous travaillons la terre, ici dans les montagnes, sur les hauts plateaux. Et nous participons aussi à la production du pays. Nous produisons de la nourriture pour le peuple. Alors, entre Péruviens, on devrait se respecter et éviter de semer la haine. Les gens continuent de critiquer notre manière de nous habiller, parce qu'on porte des vêtements colorés. Ils continuent de nous appeler Indiens à cause de ça, et ils nous méprisent. Les gens de la ville, de la vallée de l'Urubamba, ils ont honte de nous. Dans la vallée de Calca, la colère gronde, et j'entrevois la complexité d'une société péruvienne qui a du mal à accepter sa diversité. Le lendemain matin, je quitte Cusco à l'aube, et je mets le cap sur la grande forêt amazonienne. 10 heures de piste et 3000 mètres de dénivelé, pour aller à la rencontre d'autres Indiens. Dans cette partie de la montagne, on commence à remarquer un changement de végétation. Elle devient beaucoup plus dense et luxuriante. Et la température monte aussi. Il fait plus chaud et on commence à transpirer. La piste s'enfonce dans la selva, la jungle péruvienne dans laquelle les Incas se sont réfugiés après la conquête espagnole. Depuis des siècles, cette forêt fascine les chercheurs d'or et les explorateurs. Mais pour moi, le véritable Eldorado de la selva, c'est la vie. Ce qui me fait peur quand je passe par cette route, c'est les rivières quand le niveau de l'eau monte. Il y en a une qui fait peur à tout le monde et qui s'appelle le Rio Carbone. On va l'atteindre dans 2 ou 3 heures de route. Le ciel déverse des trompes d'eau sur la forêt, mais il semble avoir décidé d'épargner ma route. Des fois, il y a de l'eau partout. Mais là, il ne reste plus que ce bras à traverser. La piste s'arrête à Chintuya, au bord de la rivière. Le village est habité par les Indiens Amaracari, un des groupes qui peuplent la région. Les Amaracari de Chintuya sont à la croisée des mondes. D'un côté, la route et la civilisation moderne. De l'autre, le parc de Manu. Il faut bien connaître par où on passe. Il faut savoir où il y a du fond, parce que sinon tu restes coincé. Mais là, ça passe.
Nous, on parle l'espagnol parce qu'on ne comprend pas les dialectes des autres groupes. Entre Machigengas, on utilise notre dialecte. Mais avec les Piros, par exemple, on ne se comprend pas si on n'utilise pas l'espagnol. C'est la seule différence entre nous. Sinon, nous sommes égaux les uns aux autres. Nous avons le même sang, le même corps, mais on ne parle pas le même langage. Mateo est un chaman Machigenga. Pour soigner les corps et les âmes, il utilise les plantes médicinales qu'il trouve dans la forêt. Celle-ci s'appelle Arcosacha. Elle sert quand les enfants ont des petits boutons sur la peau. C'est contre les allergies. Cette autre plante, on l'utilise pour les enfants qui font pipi au lit. Il faut frotter le nombril avec la fleur et on utilise les feuilles pour les cérémonies chamaniques. On s'en sert comme ça, en les bougeant. Quand on prend de l'ayahuasca, le chaman appelle les visions magiques avec ses feuilles en faisant comme ça. C'est comme ça qu'on appelle les énergies. Vous, quand vous voulez devenir médecin, vous faites des écoles, et puis d'autres encore, et ensuite vous pouvez exercer. Ici, certains pensent qu'on peut tout apprendre de notre communauté, mais ce n'est pas vrai. Il faut apprendre aussi des autres groupes pour avoir assez de connaissances et pouvoir soigner les gens. Moi, j'ai appris de cette manière, et maintenant, je soigne. Dans la jungle, il n'y a pas de poste de santé ou d'hôpitaux. Alors nous devons nous soigner nous-mêmes. On fait comme ça depuis toujours, bien avant qu'on soit civilisé. Mais mes enfants ne veulent plus apprendre ce genre de choses. Je pense que c'est parce que la civilisation nous a pollués. Les gens n'apprennent plus tout ça. Mateo a sans doute raison. Pourtant, quand je reviens à Shintuya, en regardant les jeunes du village sur le terrain de sport, je comprends qu'ils aspirent avant tout à la modernité. Shintuya est au bout de la piste. Pour en repartir, il faut faire demi-tour, traverser à nouveau les rivières et les nuages pour rejoindre les montagnes. Aussi loin que porte mon regard, la route déroule son ruban d'asphalte sur des pâturages grillés. Les virages sont rares et les camions avalent méthodiquement les kilomètres de l'altiplano péruvien. Mon regard se perd sur cette immensité et je m'interroge. Comment vivre sur cette terre ? Quand le vent arrive du mauvais côté, c'est très difficile en vélo, parce qu'on l'a toujours de face. C'est fatigant. Et puis le soir, quand la nuit tombe, le froid devient tellement fort que c'est insupportable. Avant, c'était pas comme ça. Maintenant, il me semble que le temps a changé. Oui, c'est comme ça ici au Pérou. L'altiplano est un plateau de plusieurs centaines de kilomètres, perché à plus de 3500 mètres d'altitude. Cette terre est un peu plus proche du soleil que les autres. Et quand ses rayons frappent la route, une chaleur étouffante remplace le froid du matin. Pourtant, les scènes de vie se succèdent, comme si de rien n'était.
Nous sommes des étudiants. Moi, par exemple, je suis à l'université. Mais ici, la vie est difficile à cause de l'environnement et de la météo. Et pour faire des études supérieures, il faut de l'argent. Comme la plupart des familles sont des agriculteurs et des bergers, c'est pas évident. Avant de venir ici, on a travaillé au champ pour préparer les pommes de terre. On ne se repose pas toute la journée. Tout à l'heure, on va retourner au champ pour voir les troupeaux et ramener les moutons. Ou d'autres choses encore. Ça dépend des familles. On cuisine même des fois. Mais maintenant, c'est la pause. On va jouer un peu au football. Il n'y a rien à visiter sur l'altiplano, mais c'est ici que j'ai envie de m'arrêter pour regarder passer les orages. Moi, mon travail, c'est d'élever les moutons et les vaches. Moi, je vis de ce que me donne mon troupeau et c'est tout. Je n'ai aucune aide de la part de l'État. J'essaie de planter des arbres dans les montagnes pour la reforestation. Je fais ça dans la montagne où j'habite. Je voudrais que tous mes voisins partagent cette responsabilité et qu'ils commencent eux aussi à améliorer leur environnement. Là-bas, dans mon village, j'ai mon petit jardin où je cultive des plantes médicinales et même des fleurs. Maintenant, il y a des oiseaux qui viennent pour vivre au milieu des arbres. C'est pour ça qu'il faut améliorer notre environnement. Les paysans doivent essayer d'améliorer leur quotidien et ne pas rester là à rien faire. Ici, les gens se contentent de survivre. Ils n'essaient pas d'aller plus loin et de se prendre en charge par eux-mêmes. Je crois que les paysans devraient pouvoir faire plus pour vivre mieux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres bergers comme cet homme sur l'altiplano. Le long de la route, il y a peu de villages et les cimetières sont clairsemés. Manifestement, les hommes que le destin fait naître ici n'ont pas envie d'y mourir. La plupart tentent leur chance à Juliaca et Puno, les deux grandes villes qui sont au bout de la route. C'est à Puno que je découvre le lac Titicaca, l'ultime étape de mon voyage. Puno est au fond d'une baie et je n'arrive pas à prendre la mesure du lac. Sur le port, il y a bien quelques bateaux qui partent vers le large, mais le spectacle est ailleurs. Des touristes, il y en a quelques-uns. Mais la plupart sont des Péruviens. Des gens qui viennent des autres provinces et qui arrivent ici. Par exemple, les étudiants qui sont en excursion, ils s'arrêtent toujours ici. Pour
partir sur le lac, je préfère reprendre encore un peu la route et mettre le cap sur la presqu'île de Yatchon. C'est là que je rencontre vraiment le lac Titicaca et ceux qui peuplent ses rives. Ici comme ailleurs, l'eau change la vie des hommes et des bêtes. Les costumes deviennent chatoyants, les femmes arborent des chapeaux extravagants et la proximité des eaux redonne des couleurs à l'altiplano péruvien. Cette plante, c'est la totora. On la prend dans le lac et on s'en sert pour les vaches et aussi pour faire des petites maisons. On va la chercher en bateau avec des petites barques. Quand on la ramasse, elle est toute verte. Une fois ramassée, il faut donc la faire sécher pour pouvoir s'en servir sur les maisons. Le lendemain matin, au lever du soleil, je pars sur le lac. On va relever les filets. Il faut les relever pour voir s'il y a du poisson. C'est des petits poissons. Ils sont jamais bien grands. Il y a beaucoup de légendes. Enfin, plutôt des croyances ou des habitudes, comme le paiement au lac. C'est des offrandes qu'on fait au lac pour être bien avec lui, pour qu'on ait tout ce qu'il faut. Il faut le faire pour qu'on n'ait pas de problème quand on est sur le lac. On fait les paiements avec ce que nous avons à donner. Des petites choses, des feuilles de coca, pas forcément beaucoup de choses. Ici, comme ailleurs au Pérou, les hommes oublient rarement d'honorer les anciennes divinités andines. La Pachamama, qui signifie la terre-mère en quechua, et les Apus, les montagnes protectrices. Une légende dit qu'il y a très longtemps, les hommes manquèrent de respect aux Apus. Inti, le dieu soleil, se mit alors à pleurer pendant 40 jours et donna naissance au lac, obligeant ainsi les hommes à y naviguer. Jusque-là, tout va bien. Tout est calme, mais souvent les autres jours il y a plus de vagues et c'est plus agité. Mais aujourd'hui c'est tranquille. À la saison des pluies, le vent est trop fort. Le ciel se couvre et il y a des journées où le vent est tellement fort qu'on ne peut même pas sortir sur le lac. Je mets le cap sur l'île de Taquilé, qui semble avoir été épargnée par les larmes du dieu soleil. Entre les Apus et les hommes, il y a toujours un intercesseur, souvent un des membres de la communauté qui a été frappé par la foudre. À Taquilé, c'est cet homme qui parle aux montagnes. Régulièrement, toute la communauté se réunit pour faire en sorte que ce soit une bonne année pour l'agriculture et pour demander qu'il y ait beaucoup de pluie. Cette cérémonie a lieu tout en haut de l'île, sur la montagne la plus haute, qui est un Apu. C'est là-bas que tout le monde se retrouve pour la cérémonie. Ceux qui veulent venir des autres îles peuvent venir pour prier avec nous. Il faut le faire pour la terre, pour que le malheur ne frappe pas les récoltes, pour que l'île n'ait pas à subir les maladies, les invasions d'insectes ou les orages de grêle qui détruisent tout sur leur passage.
C'est nécessaire pour que la pénurie ne frappe pas l'île pendant l'année. C'est le paiement à la terre. Avant, tout le monde faisait des offrandes et des prières pour la terre, et aussi pour le lac, pour que nous ayons des poissons, et que tout se passe bien avec le lac. Il paraît que les Apus veillent aussi sur les voyageurs, mais dans les Andes, leur rendre visite n'est pas toujours facile. Ici, à Taquilé, la montagne est une colline, et je vais donc pouvoir les remercier pour mon voyage. Un voyage à travers un pays où les hommes croient en la terre autant qu'au ciel.